C'est, comme l'indique notre sous-titre, un livre pour les femmes, mais que les hommes feraient bien de lire aussi. Pourquoi on a fait ce livre? C'est peut-être curieux de démarrer ainsi, mais tout simplement parce qu'on avait envie de le faire. Voilà, déjà, on avait envie de partager un moment d'écriture avec Marianne Rubinstein. Et puis, on a eu effectivement envie d'adresser ce livre aux femmes, parce que quand on entend les femmes parler d'économie, ou plus exactement parler de leur rapport à l'économie, au débat économique, aux questions économiques, on les entend souvent dire que ces questions les dépassent, voire ne les intéressent pas. C'est pas simplement ce qu'on entend dans la rue, hein, c'est également ce qu'on peut lire dans les enquêtes sur la culture économique et financière des Français et des Françaises. Et ça, c'est quand même très curieux, en fait, comme résultat, parce que les scores qui ressortent de ces enquêtes, déjà de manière générale, sont moyens, mais surtout, eh bien, à âge égal, formation égale, niveau de compétences identique, eh bien, il y a des différences significatives de résultats entre les hommes et les femmes. Et ça montre que les femmes se sentent à distance des questions économiques, des débats économiques. Elles disent plus facilement que les hommes ne pas comprendre l'information économique dans les médias. Il y avait sans doute ici un problème de forme, un problème de langage. Au fond, le langage des économistes, c'est quand même souvent un langage assez technique, un langage jargonneux, un langage d'homme, qui s'adresse aux hommes. Et on a eu envie, nous, de travailler un peu la forme. Voilà, on s'est dit que on pourrait faire en sorte de rendre le propos beaucoup plus accessible en travaillant la forme. Alors, on fait un parallèle avec ce qu'écrivait Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Elle dit que quand les femmes ont commencé à écrire des romans au XIXe siècle, en tout cas les premières femmes romancières, n'avaient à leur disposition qu'une phrase masculine, qui n'était pas destinée à ce qu'elles s'en servent. Et elle explique que certaines ont réussi à s'affranchir totalement de cette phrase masculine. Elle prend l'exemple de Jane Austen. Alors ce qui est très drôle, c'est quand elle décrit en fait cette phrase masculine qui est une phrase un peu d'autorité, d'autosatisfaction, bien installée. Cette phrase masculine, peut-être qu'elle existe aussi un petit peu en économie, et on a essayé de s'affranchir de cette phrase masculine. Donc on a voulu une forme plus légère, plus humoristique. On a voulu essayer d'établir une relation de complicité, de connivence avec la lectrice. Au fond, on s'est installé dans un autre mode de transmission de la connaissance. La transmission, c'est souvent quelque chose de très vertical, hein, de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. Et dans cette transmission verticale, il y a un jeu de pouvoir quelque part. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas, est dans une position d'infériorité, et celui qui sait installe son pouvoir en transmettant son savoir. Bon, nous on a essayé d'installer donc une relation de complicité, et donc de s'installer dans une transmission plus horizontale du savoir, mais attention, sans rien concéder sur le fond. C'est-à-dire que notre pari, c'est de dire on peut être beaucoup plus léger, on peut être accessible sans rien concéder sur le fond.
on est très contente, hein, effectivement, d'avoir reçu ce prix lycéen Lire l'économie. D'autant plus contente que ce sont des lycéennes et des lycéens qui ont voté. On nous a dit qu'ils étaient 3000 à avoir voté, donc c'est sympa. Et on ne s'attendait pas à toucher un public aussi jeune. Au fond, quand on a écrit ce livre, on l'a un petit peu adressé à nos copines, à nos amis qui s'étonnent souvent de notre intérêt, de notre passion même pour l'économie. Et donc on s'adressait plutôt à des femmes actives, qui font de l'économie sans le savoir, parce qu'au quotidien elles prennent plein de décisions économiques, elles essaient de concilier justement vie de famille et travail, et pour autant souvent elles nous disent qu'elles ne s'intéressent pas à l'économie, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles font de l'économie au quotidien. Et elles se sentent dépassées par les débats économiques. Et donc, bon, voilà, c'est à ces femmes-là qu'on s'adressait. Donc on a été très surprise et très contente que le livre parvienne à toucher un public plus jeune, et que des jeunes gens, pas seulement des jeunes filles, trouvent la forme intéressante et trouvent un accès nouveau aux questions économiques avec cet ouvrage. Donc oui, c'était une chouette récompense, on est très contente. C'est pas un livre qu'on adresse à des expertes en économie, même si on espère que nos collègues pourront nous lire aussi et apprécier l'ouvrage, hein. Mais c'est vraiment un livre qu'on adresse à des femmes qui se sentent un peu à distance des questions économiques, et à qui on dit essayez vraiment de vous intéresser davantage aux questions économiques, prenez part au débat économique. Bon, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. En tout cas, on a la possibilité de vous expliquer ces débats, et vous pouvez participer à ces débats. Il est important que les femmes participent davantage au débat économique, parce que savoir, c'est pouvoir, et donc un savoir économique mieux partagé, c'est pour les femmes aussi un pouvoir économique accru. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la société, c'est aussi un pouvoir économique mieux partagé. Or, il y a des inégalités qui sont encore très fortes, hein, entre les hommes et les femmes, des inégalités salariales, des inégalités au niveau notamment de la production domestique, enfin, la conciliation entre vie de famille et travail est encore aujourd'hui autrement plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Donc voilà, inviter les femmes à s'intéresser davantage à l'économie, c'est les mettre en capacité de mieux prendre des décisions économiques, et donc de gagner un peu en pouvoir économique. Nous n'avons pas choisi des sujets de femmes, on n'a pas choisi des sujets féminins, nous avons choisi des sujets économiques majeurs, et on a essayé d'intéresser les femmes à ces sujets, justement en travaillant la forme. Donc les sujets que nous avons abordés, ce sont des sujets économiques majeurs tels que l'immobilier, la banque, l'entreprise, les retraites, l'Europe, même le bonheur. Voilà, on discute du bonheur. Il y a 10 chapitres, 10 sujets, avec une démarche qu'on a voulu assez spécifique pour emmener en fait avec nous la lectrice ou le lecteur. Donc systématiquement, nos chapitres débutent par un petit chapeau dans lequel on essaie d'impliquer la lectrice. On fait en sorte qu'elle se pose une question qu'elle pourrait se poser dans son quotidien, relativement à l'immobilier. Est-ce qu'elle doit
continuer de louer ou acheter son bien immobilier. On la met, dans le chapitre sur la banque, on la met face à son banquier. Alors si par exemple elle a pris la décision d'acheter son bien immobilier, et puis qu'elle va solliciter son banquier pour un prêt, voilà, bon, bah, elle va être en conversation avec son banquier, elle va peut-être s'étonner que son banquier étudie de manière aussi scrupuleuse sa demande de crédit, en se disant mais pourquoi est-ce qu'il est si scrupuleux avec moi, et mon banquier ne l'a-t-il pas moins été en ce qui le concerne lui-même, parce que les banques ont pris pas mal de risques quand même avant la crise, donc mon banquier serait-il schizophrène? Bon voilà, c'est le genre de démarche que nous avons, donc un petit chapeau très, très micro qui implique la lectrice, et puis ensuite progressivement eh bien, on va cheminer vers des questionnements beaucoup plus macro. Et si on avait d'emblée abordé ces questionnements macro, par exemple si dans le chapitre sur l'immobilier, on avait démarré sur les bulles immobilières, sur les conséquences que ça peut avoir, sur la compétitivité des entreprises, sur les inégalités salariales, ou si dans le chapitre sur les banques, on était d'emblée parti sur les questions de régulation bancaire, on aurait peut-être effrayé bon nombre de lectrices et de lecteurs. Là, notre démarche, c'est une démarche impliquante et qui va du micro au macro, et toujours en installant en fait cette relation de complicité, voire même de connivence avec la lectrice, avec un style un peu léger, un peu humoristique, mais sans jamais rien concéder sur le fond, puisqu'on s'appuie vraiment sur des travaux anciens ou récents qui font autorité. Les femmes semblent s'intéresser moins à l'économie que les hommes, et c'est à ça qu'on essaie de remédier avec cet ouvrage. Et dans notre milieu, en tant qu'universitaire, on voit que subsistent des inégalités assez fortes entre les hommes et les femmes. Il y a 38% seulement de femmes maîtres de conférences, à peu près 18% de femmes professeurs, et lorsqu'on monte dans le cocotier, comme on dit, bien là le pourcentage se réduit de manière significative, 6% de femmes profs en haut du cocotier. Alors, on peut dire qu'il y a un effet de génération et que progressivement tout cela va largement progresser, mais on sent bien qu'il y a des facteurs de résistance. Et c'est pas qu'un problème français. Aux États-Unis, il y a des inégalités qui sont très fortes. On est vraiment très très loin de la parité entre les hommes et les femmes en tant qu'experts, en tant qu'universitaires. Cette inégalité, on la retrouve aussi par exemple, chez les journalistes, il y a beaucoup plus en économie, pour les journalistes spécialisés en économie, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a un partage des sujets qui est très inégalitaire. Dès qu'on rentre dans des sujets vraiment très économiques, très financiers, les articles sont rédigés en grande partie par des hommes et beaucoup moins par des femmes. Donc voilà, c'est ça qu'il s'agit de changer. Alors on nous a dit mais votre projet est un peu sexiste parce que vous vous adressez aux femmes alors que l'économie s'adresse à tous. Ce qu'on répond à cela, c'est qu'il y a les principes et puis il y a les faits. Alors les principes, on les partage effectivement. L'économie s'adresse à tous. Et il y a aussi les faits, malheureusement. Et dans les faits, eh bien, on se rend compte qu'il y a une inégalité très forte entre les hommes et les femmes quant à leur participation à l'expertise économique et au débat économique, ne serait-ce qu'en tant que citoyen. Voilà. Donc on a envie de faire en sorte que les femmes s'intéressent davantage aux questions économiques, au débat économique, pour dire aussi que
faut sortir de l'entre-soi. Voilà, il faut que des solutions nouvelles émergent dans un monde là qui est un peu sclérosé par la crise, et ces solutions nouvelles, on ne les trouvera pas dans l'entre-soi. Et donc il faut favoriser cette mixité d'idées. C'est pas du tout un pamphlet féministe qui viserait à faire en sorte que les femmes prennent le pouvoir. C'est absolument pas ça, hein. C'est dire il faut que les femmes aient leur juste place dans la société et dans le débat d'idées. Voilà, donc c'était là un petit peu le sens du projet. Non, il ne s'agit absolument pas de rabaisser le savoir économique. Notre projet, il est tout à fait différent. Notre projet, c'est vraiment essayer de travailler le langage, travailler la forme, essayer de d'écrire l'économie en girlish, comme le demandait Claudia Goldin, hein, la présidente de l'American Economic Association. Quand elle disait en fait qu'on continuait à enseigner l'économie comme quand les femmes ne comptaient pas, alors qu'aujourd'hui elles comptent. Donc il faut changer le mode de transmission, il faut changer la forme, il faut changer le langage pour se rendre plus accessible et ramener plus de monde vers le débat économique. Je crois qu'en économie, on ne se soucie pas suffisamment de la transmission, de la diffusion, de la valorisation de nos travaux. Les économistes, quand même, s'abritent très souvent derrière leur langage très technique, derrière leur jargon. Alors, parfois, ça se justifie parce qu'on traite de questions techniques. Mais parfois, je trouve que c'est aussi une forme de protection, et ça permet aussi finalement de conserver un peu sa position dominante. Moi, je crois qu'il faut partager le savoir, et ça, eh bien, ça implique de vulgariser, de transmettre, de diffuser. C'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur aujourd'hui. Dans la profession, quand on fait de la diffusion, de la valorisation, de la vulgarisation, eh bien, on n'est pas considéré comme un scientifique, comme un chercheur. Voilà, on détache vraiment cela de l'activité de recherche. Alors c'est vrai, c'est pas une activité de recherche en tant que telle, mais que vaut l'activité de recherche si on ne parvient pas justement à la faire redescendre vers un assez large public. Il faut que tout ça ruisselle. Donc il faut absolument se préoccuper de la valorisation. C'est important de partager ce domaine de connaissances. C'est vrai qu'il y a une certaine prise de risque à réaliser ce genre d'ouvrage. Alors pour plusieurs raisons, parce que d'une part, ne serait-ce que la démarche qui consiste à essayer de diffuser dans une forme un peu nouvelle, qui ne concerne rien sur le fond, mais qui est un peu plus légère. Eh bien, on peut considérer cela comme un petit coup de talon dans la discipline, en disant aux économistes, bon, essayez de vous préoccuper davantage de la façon dont vous transmettez votre savoir. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prise de risque. Et puis, plus généralement, ce qui peut constituer aussi en tant que tel une prise de risque, c'est le fait d'écrire un livre plutôt que d'écrire un article scientifique dans une revue académique. Moi, j'aime bien faire des choses utiles à un large public. Il me semble qu'il est important, voilà, de faire partager les résultats de la recherche en économie
à tous, et également d'ailleurs aux contribuables qui financent notre activité de recherche. Donc c'est une activité que j'aime bien. Bon, je sais que sur le plan strictement académique, je n'aurais pas un gros retour sur investissement, mais bon, au fond, peu m'importe, parce que je me suis fait plaisir, et puis manifestement, bien, ce livre a fait plaisir aussi à une frange de la population, aux jeunes, aux lycéennes, aux lycéens. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.